Comme Focus analyse les tendances de l'heure, on ne pouvait passer sous silence l'intelligence artificielle, qui est sans contredit la révolution des temps modernes. Elle permet de réaliser de grandes choses qui font avancer la société et améliorent la vie humaine. Par contre, l'intelligence artificielle soulève de grands enjeux éthiques auxquels il faut s'attarder. Et saviez-vous que Montréal est un des leaders mondiaux dans ce domaine? Quoi de mieux pour vulgariser un sujet qu'un professeur? Aujourd'hui, on est choyés, j'en ai 3 avec nous. Voici mes invités. Hakim Lounis, professeur au département d'informatique à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Placide Poba-Nzaou, professeur au département d'organisation et de ressources humaines à l'UQAM. Tout à fait. Bonjour. Et Audrey Durand, professeure adjointe à l'Université Laval et membre de MILA. Bonjour. Bonjour. Merci à vous 3 d'être présents aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une révolution quand même, on pourrait dire, des temps actuels. Mais pour certaines personnes, ça reste, comme pour moi, je l'avoue, un sujet parfois complexe, parfois abstrait. Si on vous demandait de vulgariser le sujet, comment décririez-vous l'intelligence artificielle? Audrey, en premier. Le terme intelligence artificielle, à la base, moi, je le trouve un peu vague. Oui. L'intelligence artificielle, c'était censé signifier les capacités qu'un humain a, qu'une machine, donc typiquement un ordinateur, n'a pas, et qu'on cherche à aller obtenir de manière artificielle. Ouais. Mais la définition a évolué dans le temps. C'est relatif aux capacités des ordinateurs dans le temps. Donc, à une certaine époque, avoir un logiciel qui savait jouer aux échecs, c'était considéré comme de l'intelligence artificielle. Maintenant, avec les capacités des ordinateurs, on est beaucoup plus loin. C'est plus à ça qu'on pense quand on pense à l'intelligence artificielle. On pense à Siri, on pense à des robots qui interagissent avec les gens. Donc, l'intelligence artificielle, c'est flou. D'autant plus que de nos jours, le terme intelligence artificielle est souvent utilisé pour dénoter le machine learning ou l'apprentissage automatique, qui est en fait seulement un sous-espace de l'intelligence artificielle. OK. Placide, avais-tu quelque chose à rajouter ou Hakim? Oui, en fait, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre plus d'emphase sur l'apprentissage machine, l'utilisation des données. Mais effectivement, le concept en lui-même, il est beaucoup plus large. Plus large dans ce sens que on essaie vraiment de simuler toutes les capacités de l'être humain de façon complète, mais à partir de l'intelligence. Voilà. Et on fait beaucoup de progrès depuis. Oui, en fait, même si c'est un terme à la mode aujourd'hui, c'est quand même une discipline qui est assez vieille. Oui. C'est-à-dire qu'elle a maintenant plus de 60 ans. Que le terme intelligence artificielle a été défini en 1956. OK. D'accord ? Et ensuite, cette discipline, qui est une discipline de l'informatique, a évolué. Elle a vécu des phases où il y a eu un essor. Ensuite, il y a eu un peu de désillusion. Et aujourd'hui, on est clairement dans une phase d'essor. Donc l'intelligence artificielle, je dirais que c'est quand même... C'est de l'informatique, c'est créer des programmes qui sont censés pouvoir faire ce que des êtres humains font. Que ces êtres humains soient des experts dans leur domaine ou que ces êtres humains soient une personne quelconque, une personne lambda, qui est très habile pour résoudre des problèmes. Et on aimerait que ces programmes informatiques puissent le faire. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir de l'émotion, de l'intuition, de l'imagination, toutes des traits de l'intelligence humaine? Placide? Oui, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le cas. OK. Mais rien n'empêche de penser qu'un jour, on pourra y arriver. Okay? Il n'y a rien qui peut nous dire qu'on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va assez loin dans la possibilité des machines à imaginer ou à détecter les attitudes et tout ça, mais on ne peut pas encore dire que ça soit comparable à l'expression de l'émotion de l'être humain tel qu'on connaît. Aujourd'hui, pour que les gens aient une idée très concrète de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, dans la vie de tous les jours, où on peut voir des applications de l'intelligence artificielle, Audrey? Dans tous les assistants vocaux, les Siri, Google Home, Amazon Alexa, ce sont des bons exemples.
dans les outils de traduction automatique Google Translate ou même Google Maps qui peut nous proposer un trajet optimisé pour se rendre d'un point A à un point B. La reconnaissance faciale, Facebook qui nous dit « Oh, vous semblez apparaître sur cette photo-là avec votre ami. » Donc, il a reconnu notre visage sur la photo. Donc, ouais, il y a énormément d'applications d'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Audrey, il y a plusieurs enjeux éthiques face à l'intelligence artificielle, mais si tu pouvais en aborder un à l'instant, ce serait lequel? Je pense que ce serait important qu'on parle de biais et de fairness en intelligence artificielle, qui est un sujet qui revient vraiment souvent. On a vu des algorithmes d'intelligence artificielle être déployés. Par exemple, il y a Microsoft qui avait sorti son chatbot qui est devenu raciste, sexiste et homophobe en moins d'une journée d'utilisation, en contact avec des humains. Parce qu'on a laissé des humains interagir avec lui et qu'il apprend au contact des êtres humains. Donc, on a mentionné précédemment souvent que ces algorithmes-là, ils apprennent sur des données de l'être humain. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se comportent mieux que ce que les êtres humains font. Puis ça inclut absorber les biais de la société. Oui, les biais, les préjugés de la société. Le danger qu'on peut voir en intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, en étant déployée massivement, porte le risque d'étaler ces biais-là, en fait, de les propager à une vitesse qui serait pas mal plus importante encore que quand on les propage nous-mêmes individuellement. OK. Mais en même temps, ça doit être difficile d'empêcher les machines d'avoir des comportements qui sont déjà existants dans la société. Comment l'empêcher complètement? C'est extrêmement difficile, mais il y a des gens qui s'attaquent à ce type de problème-là spécifiquement. Donc, qui vont essayer d'entraîner des algorithmes à faire des prédictions qui s'apparentent le plus possible aux prédictions, donc aux actions qu'un humain entreprendrait, tout en étant explicitement invariant à certaines caractéristiques. Donc, on pourrait imaginer un système qui reçoit des curriculum vitae pour des gens qui appliquent pour un emploi et qui doit décider qui est le meilleur employé à sélectionner. Puis on voudrait s'assurer que cette sélection-là ne tienne pas compte du genre, par exemple. Donc on peut voir dans cet angle-là l'intelligence artificielle comme étant peut-être une solution ou une porte de sortie pour s'affranchir de certains biais, parce que ça peut être plus facile parfois, peut-être, d'essayer de débiaiser un algorithme que d'essayer de débiaiser un humain. Très intéressant, merci. Mais on n'est pas encore là. Non, je sais, oui. Je fais juste dire que tout n'est pas pessimiste. Oui, merci. Quel métier risque d'être remplacé par l'intelligence artificielle dans le futur? Hakim? Je ne pourrais pas pointer un métier en particulier. C'est la même question que l'on a posée lorsque l'informatique était là et on s'est dit quel métier l'informatique tout simplement allait remplacer. Donc la question est la même, ce ne sont que des programmes informatiques. Maintenant, ça peut aussi créer des métiers. Ça peut créer aujourd'hui, quand on regarde par exemple l'offre d'emploi qui s'affiche à Montréal par exemple, dans le Grand Montréal, on voit que beaucoup de nouveaux métiers, je dirais. On parle beaucoup d'analyse de données, de data scientist, qui sont de nouveaux métiers très collés à l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on utilise des algorithmes particuliers, travaillant sur de grandes quantités de données, et qu'on a besoin d'experts dans ces domaines. Donc, je pense que la crainte n'est pas tout à fait justifiée, ou alors elle est autant égale à celle que l'on a eue lorsque l'informatique s'est installée dans notre quotidien. Comme à chaque changement. Exactement. Placide, avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, j'irais dans le même sens, de façon un peu peut-être plus nuancée, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit qu'il y a des tâches qui peuvent être faites plus vite ou mieux par certains programmes, notamment des tâches qui sont répétitives. Puis c'est vrai que quand on regarde la composition des tâches pour lesquelles certains humains gagnent leur vie, sont rémunérés, la probabilité ou la propension de remplacer l'exécution de ces tâches par des machines
c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus. Puis il y a, on pourrait dire, des types de tâches qui peuvent être considérées comme étant plus exposées du fait de ces capacités. Moi, je vois par exemple, j'ai des contacts avec des personnes qui travaillent dans le secteur de l'assurance. Oui. Puis, dans le secteur de l'assurance, la plupart des personnes avec qui j'ai interagi dans le cadre de congrès, qui travaillent en ressources humaines, ils reconnaissent, puis on voit aussi quelques articles qui en parlent, que, par exemple, le métier de souscripteur en assurance est un métier qui est assez exposé parce que la plupart, on va dire, des tâches que le souscripteur réalise peuvent être réalisées de façon plus efficace et plus économique par des machines intelligentes. On voit aussi un cas qui a fait la une aux États-Unis dans le domaine du journalisme, oui. Qui avait été implémenté par Associated Press pour la réalisation de certains rapports. Puis aujourd'hui, c'était que des rapports financiers parce qu'il faut mettre en forme des éléments chiffrés, puis avoir un texte cohérent. Ils arrivent à le faire de plus en plus, de façon plus efficace avec des machines. Puis maintenant, ça va plus loin parce que ça va même sur certains reportages, comme ça peut être des reportages de rencontres sportives et tout ça. Puis la qualité du rendu ou des rapports est de plus en plus importante. Mais par contre, c'est très important de préciser que, par exemple, dans le cas de l'Associated Press, ils ont mis l'accent sur le fait que la prise en charge de ces tâches par les machines intelligentes ne mettait pas en danger les emplois de leurs reporters parce que ça permet aux reporters de se concentrer sur des reportages plus complexes ou de travailler davantage sur la contextualisation, la prise en compte du contexte pour les rapports ou s'impliquer davantage dans l'investigation pour des rapports de journalisme d'investigation, par exemple. Voilà, Audrey, Hakim, il parlait de nouveaux emplois. À Mila, est-ce que vous cherchez souvent de nouveaux professionnels qui peuvent venir remplir l'équipe? En fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle en général, les gens recrutent abondamment à tous les niveaux. Ça serait en recherche ou au niveau plus ingénierie, implémentation de systèmes. Il y a de plus en plus des nouveaux programmes qui se créent. Là, il y a Bois-de-Boulogne, Cégep Bois-de-Boulogne à Montréal, puis le Cégep de Sainte-Foy à Québec qui lancent leur programme collégial en intelligence artificielle. Ça commence. Il y a des universités aux États-Unis qui ont des baccalauréats dans le domaine directement. Donc, on a séparé ça même de l'informatique. C'est devenu son propre domaine. Pensez-vous que ça va arriver à Montréal, à l'UQAM ou à l'Université Laval, par exemple? Les programmes de... Non, d'avoir un baccalauréat uniquement sur l'intelligence artificielle. Pour le moment, on pense plus au niveau gradué. Donc, bien sûr, les doctorats existent. Oui. Les maîtrises commencent à exister de plus en plus, soit en tant que telles, comme en intelligence artificielle, ou alors avec des concentrations en intelligence artificielle. Au niveau du baccalauréat, même si il suffit de discuter avec les étudiants du premier cycle, on se rend compte qu'ils sont très intéressés par ce domaine qui... Oui. Mais je dirais que ce n'est pas encore le cas vraiment. Okay. Je rajouterais aussi une chose, c'est que pas besoin d'aller dans des compagnies très spécialisées pour entendre parler d'offres en intelligence artificielle. On peut aller dans des compagnies classiques comme des banques, des compagnies d'assurance. Parce que l'intelligence artificielle est partout. Et vous regardez les offres d'emploi, vous allez voir aussi que ces compagnies recherchent des personnes qualifiées en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils ont très souvent besoin d'analyser beaucoup de données, de construire des modèles qui prédisent, des modèles prédictifs, etc. Et donc, plein de compagnies sont friandes de ce genre d'emploi aussi. Hakim, je suppose que l'intelligence artificielle se déploie dans plusieurs secteurs, mais est-ce que présentement, il y a un ou des projets qui risquent d'être très prometteurs pour l'avenir? Je pense que les projets les plus prometteurs en intelligence artificielle seront ceux qui essaieront de doter ces programmes d'intelligence artificielle de nouvelles capacités. Aujourd'hui, on a des programmes qui arrivent à prendre des décisions, à diagnostiquer, à reconnaître un tas de choses et donc à avoir des taux de réussite comparables à ce qu'aurait
un expert humain. Mais par contre, ces programmes ne sont pas dotés de la capacité d'expliquer ce qu'ils font. Et d'un autre côté, ce sont aussi des programmes qui ne sont pas capables de, pour la plupart, d'avoir de l'émotion, ou alors d'interpréter des émotions qui seraient données par leur vis-à-vis humain. Et je pense que ça serait l'une des étapes à venir, c'est-à-dire comment faire pour doter ces programmes d'intelligence artificielle de cette capacité à expliquer ce qu'ils font, à convaincre les gens de ce qu'ils font et aussi à pouvoir dialoguer avec des utilisateurs tout en interprétant les émotions qui sont transmises par les humains, mais aussi tout en faisant preuve d'émotion dans les réponses qu'ils donnent. J'évoque par exemple les cas, tout à l'heure on a évoqué les cas des chatbots, donc ce sont ces agents conversationnels qui dialoguent, on en a aujourd'hui dans pas mal de dispositifs. On pense aussi à la réalité d'aujourd'hui où les gens, souvent on a beaucoup de gens qui vivent seuls, ou alors des gens qui sont sujets à des crises par exemple, à des crises d'anxiété par exemple. Et donc si on peut avoir des programmes donc, capables de détecter, d'interpréter, soit via le dialogue, soit via les images qui sont transmises. Positif. Et donc de détecter des situations de crise, d'anxiété, des émotions particulières pour ensuite agir, ça serait quand même une grande aide pour ces personnes qui vivent soit dans l'isolement, soit seules. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent au cas de la voiture autonome et une grande question éthique survient. Comment la voiture va choisir qui vit ou qui meurt si un bris mécanique ou un accident survient? Comment la voiture va être programmée pour faire ses choix? Audrey? Dans la question, il y a quelque chose que je trouve drôle. OK. Quand j'entends cette question-là, c'est comme si ça laissait sous-entendre que la voiture, elle regardait les différentes options qui s'offraient à elle et qu'elle les sous-pesait, puis qu'elle faisait comme consciemment une espèce de prise de décision comme un humain ferait. Alors que c'est pas ce qui se passe. La voiture, elle n'est pas consciente de ses choix. Donc, elle va juste... Qu'est-ce qu'elle va faire alors? La voiture, l'intelligence artificielle de la voiture, ça serait typiquement plusieurs algorithmes qui agiraient conjointement ensemble. Par exemple, on peut penser à un algorithme qui traite un flux vidéo. Donc, il y a des caméras sur la voiture et il y a un algorithme qui analyse ces images-là et qui essaie de comprendre la situation dans laquelle la voiture se trouve. Cet algorithme-là va avoir été entraîné sur plein de séquences d'images qui ont été prises lorsque des conducteurs humains étaient à bord d'une voiture. Donc, l'algorithme va apprendre à interpoler les décisions puis les actions à entreprendre, suivant ce qu'un humain a fait dans les millions d'exemples qui constituent la base de données. OK. Si la voiture rencontre une situation qui n'a jamais été rencontrée par les humains qui ont fait la base de données, alors l'algorithme va devoir un peu faire de l'interpolation pour essayer de deviner quelle aurait été l'action dans cette situation qui n'a jamais été vue. Okay. C'est extrêmement difficile de prévoir ce qui va se passer là. Puis j'aime bien, pour être un peu plus juste envers les algorithmes, ramener la question du côté des humains. T'sais, si un humain se retrouve au volant d'une voiture dans une situation qu'il n'a jamais vue, à une vitesse élevée, l'humain va choisir quoi? On ne le sait pas nous-mêmes, souvent, a priori, ce qu'on choisirait. Ça va être une prise de décision dans une fraction de seconde. Donc, ça sera pas je ne veux pas dire qu'un algorithme va être sous l'emprise d'un stress similaire, mais plus qu'il y a un flou et une incertitude par rapport à ce qui se produirait, pour une raison différente du flou et de l'incertitude dans la décision que l'humain prendrait. Mais que dans les deux cas, on ne sait pas ce qui se passerait, que ce soit un humain qui est au volant ou un assemblage d'algorithmes. Donc, l'intelligence artificielle va, dans un cas, reproduire une image qu'elle a déjà vue d'un accident réel. C'est un peu ça, si je comprends bien? Irait chercher potentiellement la situation la plus proche, puis c'est c'est de ça que ça serait inspiré, sa réaction dans la situation actuelle. Dans la situation actuelle de l'intelligence artificielle,
c'est ce que ferait ce véhicule autonome, c'est-à-dire qu'il essaierait de reproduire un comportement qu'il a appris à partir de comportements passés que des humains ont eus. Donc, les programmes d'aujourd'hui apprennent à partir d'expériences passées. Et c'est pour cela que ces programmes aujourd'hui, on dit qu'il y a un boom de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a accumulé un ensemble de données assez important qui permet aujourd'hui à ces algorithmes d'apprendre plus ou moins efficacement. Différents comportements. Différents comportements qui se rapprochent de comportements qu'aurait eu un être humain dans la même situation. Placide, avais-tu quelque chose à rajouter? En fait, je voulais juste rajouter que c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que, notamment, on pense que ça peut permettre d'améliorer, je veux dire, la sécurité, la circulation et tout ça. Oui. Mais il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Oui, là, parce qu'on parle déjà de la projection de l'autorisation. Il y a des villes qui disent qu'elles autorisent dans les années à venir l'utilisation de ces véhicules autonomes. Une des questions qui est posée, c'est de savoir à partir de quel moment on peut considérer que ces véhicules autonomes sont prêts pour aller aux opérations sécuritaires. Parce que si on compare, si on fait des modèles qui permettent de simuler la sécurité en termes de, par exemple, pourcentage d'accidents, est-ce qu'on pourrait dire que si on arrive au même niveau que les accidents que nous avons, nous, quand on n'a que des êtres humains qui conduisent, c'est suffisant? Si ce n'est pas le cas, à partir de quel moment, selon la proportion qu'on dépasse, on peut accepter qu'on prenne le risque de faire entrer les véhicules autonomes? La réponse n'est pas évidente. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais c'est une décision qui va être prise parce que l'intérêt pour le public et puis pour l'industrie est très, très fort. Vraiment. On a tous déjà été marqués par l'image d'une invasion de robots et aujourd'hui, certaines personnes craignent l'intelligence artificielle par peur qu'elle ait le contrôle sur nous. Est-ce que ça tire plus de l'imaginaire ou de la réalité? Oui, en effet, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quand même plus de l'imaginaire. Oui. Mais par contre, il faut garder à l'esprit le fait que la recherche continue à progresser et qu'on va avoir des robots qui vont être de plus en plus intelligents. Par contre, on voit déjà dans l'industrie que le nombre de robots qui sont intégrés dans l'industrie augmente d'année en année. Ça, c'est sur pratiquement tous les continents, en particulier en Asie où ça évolue très, très rapidement. Donc, les êtres humains, les individus qui travaillent dans l'industrie vont être amenés à cohabiter de plus en plus avec les robots. Et ça, c'est une réalité qui est déjà visible dans certaines entreprises. Très fascinant. Merci beaucoup. Est-ce que les lois actuelles sont suffisantes pour assurer l'imputabilité des systèmes dits intelligents? Et peut-être brièvement expliquer un peu ce concept-là pour nos auditeurs. Hakim? Le concept est, si on devait l'expliquer simplement, bon, il est vrai que c'est nouveau déjà, oui. Mais simplement on dirait qu'il s'agit à partir du moment où des algorithmes, donc des programmes d'intelligence artificielle, vont prendre des décisions qui auront des conséquences sur nos vies. Qui va être responsable. Alors, bien sûr, on pense à des cas critiques, on a parlé d'accidents tantôt, etc. Mais ça peut être aussi pour des décisions assez simples. Vous demandez un prêt à une banque, un algorithme va donner une réponse. Pourquoi ma réponse est négative? Est-ce que j'ai été discriminé? Une compagnie d'assurance refuse de me verser un remboursement. Pourquoi? Donc, vous voyez, si c'est des programmes informatiques qui prennent les décisions, on aimerait savoir pourquoi. Et donc, en fait, dès l'aube de l'intelligence artificielle, les chercheurs se sont intéressés à cette question. C'est-à-dire, on aimerait que les programmes puissent répondre à cette question. C'est-à-dire, on aimerait poser la question « Pourquoi as-tu pris cette décision ?» Or, aujourd'hui, les programmes ne sont pas capables vraiment de répondre à cette question. Donc, l'imputabilité, c'est ça, c'est se dire qui va être responsable. Est-ce que ce sont les programmes? Est-ce que ce sont les concepteurs de ces programmes? Et donc là, vraiment, la législation doit réfléchir à tout ça et fixer et donner des réponses, en fait. Placide? Oui, en fait, je vais dans le même sens que Hakim. Dans le cas, par exemple, d'un prêt bancaire, une des questions qu'on se pose, c'est de savoir dans quelle mesure on est capable d'expliquer le résultat. Okay?
Donc ça suppose que non seulement on ait la possibilité de savoir qu'est-ce qui a permis de générer le résultat, mais il faut qu'on ait un certain niveau de transparence qui fasse qu'on soit capable de comprendre comment les décisions sont prises pour pouvoir l'expliquer aux personnes qui sont concernées, pour que les personnes acceptent les décisions et n'aient pas l'impression que soit ce sont des décisions arbitraires ou alors ce sont des décisions qui sont biaisées. D'accord? Puis cette transparence sur le fonctionnement des algorithmes n'est pas toujours facile à obtenir, parce que parfois c'est très complexe. Dans certains cas, ce n'est pas nécessaire de savoir comment ça s'est passé, mais dans d'autres cas, comme dans l'exemple de Dupré, on veut le savoir. Oui. Donc si on veut, par exemple, diagnostiquer le cancer de la peau, ben, si le programme est capable de nous séparer les symptômes qui sont plus probables de se développer pour donner du cancer, je veux dire, le résultat nous suffit. On n'a pas forcément besoin de savoir comment est-ce qu'il est arrivé au résultat. Par contre, si on veut délivrer, ou du moins on veut accorder un prêt, ou on veut orienter un étudiant, un jeune, dans un programme plutôt qu'un autre, alors que le jeune veut faire autre chose, on aimerait comprendre pourquoi. C'est ça. Donc, ce domaine-là. Exactement. Audrey, avant de conclure. Pour reprendre l'exemple des voitures autonomes, s'il arrive un accident, bon, qui est le responsable? Premièrement, ça c'est la question, une des grosses questions que tout le monde se pose. Est-ce que ça va être si c'est un bug dans le code, est-ce qu'un programmeur va se retrouver à devenir lui-même responsable? Si c'est que le modèle a mal généralisé à cette nouvelle situation-là, qui ne faisait pas partie des données utilisées pour l'entraînement. Est-ce que c'était un mauvais choix de modèle? Est-ce qu'un autre modèle aurait mieux performé? Donc, est-ce que la compagnie qui fabrique le système a fait des mauvais choix de design? C'est vraiment pas clair. Quand on regarde les autres domaines, par exemple, d'ingénierie, en génie civil, il y a des règles pour faire un pont. On suit les règles. En machine learning, en intelligence artificielle, il y a plusieurs solutions qui arrivent souvent à des résultats en termes de performance qui sont très similaires quand on regarde les benchmarks qu'on a actuellement pour les évaluer. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes performer aussi bien dans ces situations-là qu'on n'a jamais vues. Donc, comment on va encadrer ça? Pour moi, c'est vraiment pas clair. C'est très flou encore. Quel genre de loi pourrait être mise en place pour s'assurer que ce qui est fait respecte un peu des normes du « on a fait du mieux qu'on pouvait ». C'est quoi le mieux qu'on peut? On doit encore se pencher là-dessus. Je tiens à vous remercier les trois. Vous avez vraiment réussi à vulgariser le propos. J'ai vraiment développé mes connaissances avec vous aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. J'espère que les téléspectateurs ont le même sentiment que moi. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci. Au revoir. C'est tellement fascinant. J'aimerais parler pendant des heures d'intelligence artificielle, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et on risque de découvrir de nouvelles technologies d'intelligence artificielle d'année en année.